Alors, sans plus tarder, on va donc commencer notre première conférence avec notre premier conférencier aujourd'hui, qui est le docteur Jean Grégoire, cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal, qui va débuter notre première conférence de la journée. Alors, docteur Grégoire, je vous cède la parole. Merci beaucoup, docteur Fournier. Puis, merci à tous d'être présents cet après-midi. Je pense que ça va être une après-midi très instructive et qui peut, on espère, modifier la prise en charge de vos patients avec des troubles lipidiques. Donc, mon propos, c'est de traitement de la dyslipidémie, quoi de neuf en 2021. Ce sont ma déclaration de conflit d'intérêts. Je suis ancien coprésident des lignes directrices canadiennes en 2012 et 2016 et toujours membre du comité primaire des lignes directrices 2021 et membre également du comité primaire des recommandations d'Hypertension Canada. Donc, les objectifs d'apprentissage sont les suivants: d'actualiser la connaissance des nouvelles lignes directrices canadiennes en dyslipidémie, de distinguer et assimiler les changements par rapport aux recommandations précédentes et d'intégrer les options thérapeutiques dans votre pratique clinique quotidienne. Donc, quoi de neuf en 2021? Donc, vous savez que les lignes directrices ont été publiées sur une forme préliminaire en mars dernier et les lignes directrices sur la dyslipidémie fournissent donc des recommandations actualisées basées sur de nouvelles évidences. On a introduit un concept, plutôt que des cibles de traitement, on parle de seuil thérapeutique. On va en parler un petit peu plus longtemps par la suite. On a également une meilleure description des patients en prévention secondaire dont il est démontré qu'ils tirent le plus grand bénéfice de l'intensification du traitement et entre autres de l'utilisation des inhibiteurs du PCSK9. Et on a également de nouvelles recommandations qui sont formulées quant au moment où il convient d'utiliser le cholestérol non HDL ou l'ApoB plutôt que le LDL cholestérol. Et on introduit également le concept de dépistage en utilisant la LP-PETIA pour améliorer la stratification et la gestion du risque chez nos patients. Donc, qui dépisté en 2021? Donc, ça n'a pas été revu par rapport à 2016, mais c'est important de savoir au quotidien chez qui on devrait faire un dépistage. Donc, on parle des hommes et des femmes de plus de 40 ans ou chez les femmes, celles qui ont une ménopause même plus précoce pour une raison chirurgicale ou génétique, et également le dépistage précoce dans les populations à risque, telles que les populations d'Asie du Sud-Est et des Premières Nations, sachant que ces patients sont plus à risque de développer, entre autres, du diabète et d'avoir des manifestations cardiovasculaires en lien avec des problèmes lipidiques. Et par ailleurs, on parle des patients avec des conditions sous-jacentes sans égard à l'âge. Donc, on parle des recommandations pour les adultes. Donc, si vous avez un patient âgé de plus de 18 ans avec une histoire de tabagisme actif, patient diabétique, souffrant d'hypertension artérielle contrôlée ou non. Histoire familiale précoce, on parle toujours d'une manifestation vasculaire chez les hommes de moins de 55 ans et chez les femmes de moins de 65 ans et ses premiers degrés. Les problèmes de dyslipidémie génétique, la dysfonction érectile, l'insuffisance rénale chronique, on va voir c'est quoi les définitions tantôt, les maladies inflammatoires, que ce soit des maladies inflammatoires intestinales ou articulaires, l'infection chronique à HIV, la maladie pulmonaire obstructive chronique, et ce, de façon indépendante du statut tabagiste du patient. Toute évidence clinique d'athérosclérose ou d'anévrisme de l'aorte abdominale nécessite un dépistage. Toute manifestation clinique de dyslipidémie, entre autres les xanthomes tendineux, l'obésité ou l'hypertension de grossesse. Donc, on devrait faire le dépistage et connaître le bilan lipidique de ces patients. Par ailleurs, comment dépister? Mais pour tous, il faut faire une histoire et un examen physique complet. On demande de faire un profil lipidique standard qui consiste, comme vous le savez, un cholestérol total, un cholestérol LDL, le HDL, le calcul du non-HDL et les triglycérides. On devrait faire une hémoglobine glyquée ou une décimée à jeun, mais vous savez qu'en 2016, nous avons suggéré que le dépistage, aussi bien que le suivi des troubles lipidiques, peut être fait non à jeun. Et c'est seulement lorsque les triglycérides sont de plus de 4,5 millimoles par litre qu'on doit faire un bilan à jeun. Et on a ajouté, puis on va en parler un petit peu plus tard dans la journée, le dépistage de la LP-PETIA et on suggère que c'est une mesure qui devrait être faite seulement une fois dans la vie du patient et principalement lors du bilan initial. Mais si votre patient est préalablement traité avec une statine et n'a jamais eu de dosage de la LP-PETIA, on devrait en avoir un au dossier. Et de façon optionnelle, on peut toujours mesurer l'ApoB
et faire le rapport albumine sur créatinine. Donc, pour les habitudes de vie, on parle de facteurs de risque lorsqu'on parle des lipides et c'est toujours impératif de modifier les habitudes de vie chez les patients. Donc, quand on parle de modification de facteurs de risque, c'est important que ce soit un patient hypertendu, dyslipidémique, avec un problème d'obésité, un problème de diabète. Donc, les recommandations canadiennes suggèrent une diète santé principalement axée sur la diète méditerranéenne. Et pourquoi la diète méditerranéenne? Parce que c'est la seule diète pour laquelle on a démontré une réduction des événements cardiovasculaires. Et on parle également de la diète DASH, par exemple, qui se rapporte beaucoup à une diète méditerranéenne. Et c'est la recommandation, comme vous savez, qui est recommandée par Hypertension Canada, de tenter de réduire autant faire se peut la consommation d'alcool, de faire de l'exercice un minimum de 150 minutes d'exercice qu'on considère modéré à intense par semaine, d'avoir un poids santé, et chez les hommes, d'avoir un tour de taille de moins de 102 cm et chez les femmes de moins de 88 cm, cessation tabagique et temps de sommeil adéquat. Pour ceux qui veulent regarder également les types de diètes, il y a un supplément qui avait été publié, entre autres, en 2016 et qui démontrait l'impact des différentes diètes sur le bilan lipidique et qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme bénéfice cardiovasculaire mesurable. Donc, pour illustrer les nouvelles recommandations, j'ai quelques vignettes cliniques pour chaque volet et très sommaire. On va en parler de façon plus extensive pour certaines un petit peu plus tard. Donc, une des recommandations traite des affections liées à la grossesse. Donc, on a une patiente de 33 ans qui est sédentaire, non fumeuse, qui a une histoire familiale négative de coronaropathie, qui a eu une grossesse qui a été compliquée de prééclampsie et qui consulte pour un suivi postpartum. Elle a une tension artérielle qui est à 112 sur 68, une fréquence cardiaque à 72, un IMC qui est à 26. À l'examen physique, il est normal, à l'exception d'un statut postpartum récent. Et son bilan lipidique révèle un cholestérol total à 5,2 mmol par litre, un HDL à 1,6, des triglycérides à 1,2, un LDL à 3,05 et un non-HDL à 3,6. On calcule son score de Framingham et on a un score de Framingham de moins de risque d'événements cardiovasculaires. Donc, quelles conditions la grossesse suscite des inquiétudes sur le risque de manifestation cardiovasculaire? Quels conseils lui donnez-vous concernant son risque cardiovasculaire et quelle est la conduite à tenir comme telle? Donc, on a une première question interactive ici que je vais vous poser. Donc, parmi ces conditions en lien avec la grossesse, laquelle n'est pas associée à un risque accru de manifestation cardiovasculaire? Le diabète gestationnel, la prééclampsie, le placenta prévia ou l'ablutio placenta. Donc, on fait nos choix. Parmi ces conditions en lien, laquelle n'est pas associée à un risque accru de manifestation cardiovasculaire? Donc, on a diabète gestationnel 1%, prééclampsie 0, placenta prévia près de 80%, l'abruptio placenta 19%. Donc, on va voir quelle est la bonne réponse ensemble. Donc, premièrement, la prééclampsie, c'est un prédicteur d'une future maladie cardiovasculaire. C'est des données qui proviennent d'une méta-analyse de 43 articles. Les événements produisent en moyenne de 10 à 15 ans après l'accouchement. Donc ça, c'est un message, c'est-à-dire que les patientes qui ont une prééclampsie sont plus à risque à court terme de développer des manifestations cardiovasculaires et on voit le risque relatif en lien donc avec la prééclampsie. Ça augmente le risque de maladie cardiovasculaire de près de 2,3 fois, de maladie cérébrovasculaire de 1,7 fois et d'hypertension de plus de 3 fois. La prééclampsie, c'est un facteur de risque traditionnel de maladie cardiovasculaire et versus ces facteurs de risque. Donc, on dit que la prééclampsie, le risque relatif de développer des manifestations, c'est 2,3 fois. Le tabagisme, c'est 2,1. Le LDL de plus de 4, c'est 1,7. Et l'hypertension, c'est 2,1. Donc, les patientes qui ont fait une prééclampsie sont significativement plus à risque de développer
précocement des manifestations cardiovasculaires. Donc, la recommandation de la Société canadienne de cardiologie sur les affections liées à la grossesse suggère que chez les femmes qui ont une complication liée à la grossesse, comme des troubles hypertensifs, un diabète gestationnel, un accouchement prématuré, une mortinaissance, un bébé de faible poids, une abruptio placenta, nous recommandons de procéder à un bilan lipidique de dépistage au cours de la période postpartum, étant donné, comme on vient de démontrer, que ces femmes sont exposées à un risque relativement précoce de manifestations cardiovasculaires après 10 à 15 ans. Nous recommandons de prodiguer des conseils aux femmes qui ont l'une de ces complications et principalement de tendre vers de bonnes habitudes de vie et du contrôle global de la totalité des facteurs de risque de coronaropathie. Et on devrait surtout utiliser, plutôt que le risque de Framingham, utiliser soit le risque à vie de manifestations cardiovasculaires ou l'âge vasculaire pour mieux identifier le risque de ces patients. Quand et comment utiliser maintenant le non-HDL et l'ApoB? Donc, femme de 54 ans, asymptomatique, hypertendue, sous traitement, non fumeuse, histoire familiale négative de coronaropathie, tension artérielle, vous voyez les chiffres, IMC à 27, un examen physique normal, elle a un ANC à 6 un débit de filtration glomérulaire à 55. Son bilan lipidique révèle un cholestérol total à 5,4. Elle a un HDL à 0,7, des triglycérides à 2,8, un LDL à 3,4 et un non-HDL à 4,7. On calcule son score de risque de Framingham et on a un score de risque à 13,7 %. Donc, quel est le risque en lien avec son LDL? Qu'en est-il au niveau de son non-LDL? Et cette patiente nécessite-t-elle un traitement avec une statine? Donc, ce que l'on sait, c'est que les particules hétérogènes, au-delà du LDL cholestérol, ça, c'est une donnée qui provient d'une étude récente qui est le Copenhagen General Population Study, où on regarde les particules qui contiennent des ApoB, donc qui sont à l'exception du HDL. Les autres particules ont toutes un pouvoir hétérogène. Et la donnée qui est intéressante, c'est que même les patients qui avaient des LDL cholestérol qui étaient faibles, donc en deçà des valeurs qui suscitent un traitement, mais qui avaient des valeurs de non-HDL cholestérol élevées et d'ApoB élevées, ces patients-là avaient un risque de plus de 20 de mortalité cardiovasculaire et de plus de 80 du risque de développer un infarctus du myocarde. Donc, il semble suggérer que le LDL, c'est important, mais les totalités des particules qui contiennent des ApoB sont peut-être un meilleur reflet du risque de manifestation cardiovasculaire chez nos patients. Si on regarde ici le risque cardiovasculaire en relation avec l'ApoB, on va regarder des valeurs de LDL cholestérol de moins de 3,36 et de plus de 3,36 et des ApoB de moins de 1 ou de plus de 1. Et qu'est-ce qu'on observe dans les deux courbes du bas? C'est que les patients, peu importe la valeur du LDL cholestérol, si leur valeur d'ApoB est élevée, ces patients-là, si on regarde la survie à long terme, ont un taux d'événements significativement plus élevé et impactent leur survie comparé à des patients qui ont des LDL cholestérol parfois élevés, mais avec des ApoB qui sont plus faibles. Et une autre question qui est importante, parce que dans les recommandations, on ne suggère pas nécessairement de mesurer les ApoB, mais de faire le calcul du non-HDL cholestérol. Et on voit ici que la corrélation entre le non-HDL cholestérol et l'ApoB, cette corrélation est excellente comme telle. Donc, les recommandations de la Société canadienne de cardiologie sur le cholestérol non-HDL et l'ApoB suggèrent qu'il est recommandé d'utiliser le taux de non-HDL cholestérol ou d'ApoB plutôt que le LDL comme paramètre lipidique privilégié pour le dépistage chez tous les patients dont le taux de triglycérides est de plus de 1,5 mmol par litre. Donc, si on revient à notre patiente, c'est une patiente donc, qui est à risque intermédiaire comme telle. On a un non-HDL cholestérol qui est de plus de 4,2 mmol par litre. Donc, certainement une patiente pour laquelle on doit encourager de façon intensive les modifications des habitudes de vie. Et si malgré tout, on a des valeurs qui ne sont pas telles que le seuil suggère, cette patiente pourrait bénéficier d'un traitement avec une statine. De plus, lorsqu'on regarde les maladies pour lesquelles une statine est indiquée, cette patiente-là a une manifestation de néphropathie chronique. Elle est âgée de plus de 55 ans et elle a un débit de filtration glomérulaire de moins de 60. Et donc, c'est une condition pour laquelle une statine est indiquée et cette patiente-là devrait donc recevoir d'emblée un traitement avec une statine basé, entre autres, sur son non-HDL, mais en plus sur le taux de filtration glomérulaire qui est altéré. Quand et comment utiliser la lipopétia, on va en parler tantôt de façon beaucoup plus extensive. Juste la recommandation que j'ai parlé tantôt, donc en 2021,
il est recommandé de doser la L-Peptia une fois au cours de la vie d'une personne dans le cadre de dépistage initial des lipides. Et on va en parler de façon plus extensive dans les cas cliniques plus tard. Même chose pour le score calcique que je vais passer très rapidement. Donc, qu'en est-il maintenant de l'intensification du traitement hypolipémiant? Donc, pour illustrer cette recommandation, on parle d'un homme de 72 ans, ancien fumeur, qui est un hypertendu de longue date, qui a été hospitalisé pour un infarctus inférieur avec angioplastie primaire, 2 endoprothèses médicamentées dans la coronaire droite moyenne. Il a des lésions de moins de 50% à l'interventriculaire antérieur. Il a une fonction ventriculaire gauche préservée. Son ANC est à 5,7 %. Son débit de fixation numérulaire est au-dessus de 60. Et son bilan lipidique à l'admission, alors qu'il ne prenait pas de statine, révèle un cholestérol total à 5,1 mmol par litre, un HDL à 1, des triglycérides à 1,2, son LDL était à 3,55 et son non-HDL était à 4,1 mmol par litre. Donc, ce patient-là a des conseils et reçoit son congé avec un double traitement antiplaquettaire, un bêta-bloquant, un ISCA, de la colchicine à faible dose et de l'atorvastatin 80 mg une fois par jour. Il est référé au centre de réhabilitation post-événement avec un bilan lipidique dans 4 semaines. On revoit le patient 4 semaines plus tard et son bilan lipidique sous atorvastatin 80 mg révèle un cholestérol total à 3,9 mmol par litre. Son HDL est à 0,9, ses triglycérides sont à 1,3, son LDL est à 2,4 mmol par litre et son non-HDL est à 3. Donc, la question pourrait se poser, puis je pense que pour la grande majorité, nous ne sommes pas satisfaits de son niveau de LDL cholestérol et comment on devrait procéder pour intensifier son traitement. Puis on va voir quelles sont les recommandations mises à jour en 2021. Donc, on sait que les statines contribuent de façon importante à l'amélioration du devenir cardiovasculaire chez nos patients. Et la première étude qui a démontré que l'ajout d'une molécule non statine à une statine qui pouvait être associée à un bénéfice cardiovasculaire mesurable, c'était l'étude IMPROVE-IT. On se rappelle qu'IMPROVE-IT avait randomisé 18 000 patients dans les 10 jours après un événement coronarien aigu. Ces patients-là avaient été suivis jusqu'à 7 ans et on avait randomisé les patients entre statine seule, qui était à la simvastatine, versus la combinaison simvastatine et ézetimibe. Et on avait démontré, donc, à partir de la 3e année, une divergence au niveau des courbes. À la toute fin, on avait une différence qui était, somme toute, pas très importante parce que la baisse de LDL cholestérol n'était pas énorme avec la combinaison simvastatine-ézetimibe, mais on avait une différence qui était significative et qui avait suggéré que la combinaison de 2 molécules ensemble, chez des populations de patients à haut risque, pouvait être associée à des bénéfices cardiovasculaires mesurables. Et en 2016, on avait suggéré que l'ézetimibe devait être la première molécule à combiner à une statine lorsque le LDL cholestérol était au-dessus donc de la cible. On parlait de cible en 2016. Et l'autre donnée importante de cette étude, c'est que la combinaison statine-ézetimibe avait réduit le LDL cholestérol à une valeur de 1,4 mmol par litre versus 1,8 mmol par litre chez les patients qui prenaient statine seule. Et on n'avait pas plus d'effets secondaires à 1,4 qu'à 1,8 de LDL. Par la suite, on a eu 2 études avec la combinaison statine et inhibiteur des PCSK9. La première étude, comme vous vous en rappelez, c'est l'étude Fourier. Grande étude de plus de 25 000 patients qui étaient tous en prévention secondaire, qui avaient tous des manifestations cliniques de vasculopathie. Et ces patients-là recevaient tous une dose de statine à la dose maximale tolérée et ils étaient randomisés si leur LDL était au-dessus de 1,8 mmol par litre et ils étaient randomisés entre statine seule versus la combinaison statine et evolocumab. La majorité des patients recevaient la dose de 140 mg sous-cutanée aux 2 semaines. Et on avait atteint avec l'évolucumab, on se rappelle, une valeur de 0,78 mmol par litre de valeur médiane. Et on avait démontré donc l'innocuité de valeur très, très faible de LDL cholestérol. En ce qui a trait le bénéfice, on avait observé, après un suivi moyen de 2,2 ans, une différence de près de 2 % en ce qui a trait la combinaison versus le placebo, qui démontrait qu'une baisse intensive précoce du LDL cholestérol pouvait être associée à des bénéfices cardiovasculaires mesurables comme tel. L'autre étude est l'étude ALC, une population qui est différente parce que randomisée dans la première année après un syndrome coronarien aigu, moins de patients, près de 18 000 patients. Ces patients-là recevaient tous une statine à la dose maximale tolérée, étaient randomisés également
si leur LDL était au-dessus de 1,8 mmol par litre. Le suivi a été un petit peu plus long. On parle d'un suivi moyen d'autour de 2,6 ans. Et on avait observé donc une différence de 2 en valeur absolue, qui correspondait à une différence de valeur relative de 15 en ce qui a trait le paramètre primaire. Encore une fois, un bénéfice sur une baisse intensive de LDL cholestérol dans une population à risque randomisée peu de temps après leur manifestation cardiovasculaire. On a également fait des évaluations d'études de sous-groupes qui ont démontré que dans les études avec les inhibiteurs des PCSK9, les patients qui avaient eu des événements multiples, des événements récents, entre autres des infarctus dans les 2 dernières années, les patients diabétiques, les patients porteurs de maladies vasculaires périphériques ou avec une atteinte polyartérielle qui était considérée comme lésion coronarienne significative avec une lésion d'au moins 40 dans un autre vaisseau, ces patients-là, parce qu'ils étaient plus à risque, avaient un bénéfice encore plus important d'une baisse intensive, agressive de leur LDL cholestérol. Et dans l'étude Odyssey, on avait observé que les patients qui, en dépit de l'utilisation d'une statine à forte dose, avaient un LDL cholestérol de plus de 2,6 mmol par litre, ces patients-là, lorsqu'ils recevaient donc l'alirocumab, semblaient avoir un bénéfice encore plus important en ce qui a trait la réduction des événements cardiovasculaires. Et finalement, la dernière étude qu'on a évaluée en 2019 dans les lignes directrices, c'est l'étude REDUCE-IT avec l'icosapent-éthyle. Et encore une fois, c'est une étude où les patients étaient soit 70 en prévention secondaire, 30 diabétiques âgés depuis 50 ans avec un facteur de risque additif. Ces patients-là donc recevaient tous une statine à la dose maximale tolérée et étaient randomisés si leur triglycérides à jeun était entre 1,69 et 5,6 mmol par litre. Et on a observé donc les patients qui prenaient l'icosapent-éthyle, qui est une forme hautement purifiée d'EPA, avaient à la fin de l'étude, après un suivi de près de 4,9 ans, une différence de près de 5 en valeur absolue en ce qui a trait le paramètre primaire d'évaluation. Et que c'est intéressant, c'est que les résultats semblaient être indépendants de la valeur de triglycérides de base et tous ces patients-là avaient un LDL cholestérol sous traitement inférieur à 2 mmol par litre. Donc, dans les recommandations en 2021, on a éliminé la notion de cible pour parler surtout de seuil. Et pourquoi le seuil plutôt que la cible? Mais antérieurement, on avait eu beaucoup de critiques dans les lignes directrices parce qu'on avait défini une valeur cible de traitement qui n'était pas en lien avec les études randomisées. On le sait bien, donc on n'a pas d'étude qui a vraiment regardé une cible de traitement. On comparait absolument 2 groupes de traitement comme tels et on obtenait une certaine valeur. Les études, dernièrement, entre autres avec les inhibiteurs des PCSK9, on a parlé d'une seuil d'intervention, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le LDL était au-dessus de 1,8 mmol par litre, à ce moment-là, ces patients-là étaient randomisés. Et une autre problématique qu'on avait avec les cibles, c'est qu'on a induit beaucoup d'inertie thérapeutique. Donc, les gens, lorsqu'on parlait d'une cible de moins de 2, mais souvent, les gens avaient des valeurs de LDL autour de 2,1, 2,2, 2,4. On disait, bon, on n'est pas tellement loin de la cible. Puis à ce moment-là, on ne faisait rien. Alors que la valeur de seuil devrait nous inciter à être proactifs et toute valeur au-dessus du seuil devrait nous inciter à faire quelque chose d'autre, donc d'optimiser le traitement et d'intensifier la thérapie lipidique. Et on a l'espoir qu'en ayant cette notion de seuil, qu'on réduise l'inertie thérapeutique. Donc, on a une autre question interactive ici. Quel est le seuil de LDL cholestérol en prévention secondaire pour le traitement d'appoint à une statine à la dose maximale tolérée, mais chez un patient qui a un événement récidivant? Donc, on ne parle pas d'un premier événement, on parle d'un événement récidivant. Est-ce que c'est moins de 2, moins de 1,8, moins de 1,4 ou moins de 1 comme tel? Faites vos choix. Est-ce qu'on a des votes? Oui, OK. Donc, on a environ 10 qu'on parle de moins de 2, 2 tiers inférieur à 1,8, on a 20 inférieur à 1,4
et on a 4 % inférieur à 1. Donc, on va voir c'est quoi les recommandations. Juste vous dire que les Européens, eux, pour les patients avec un événement récidivant, stipulent que leur LDL devrait être de moins de 1 millimole par litre, mais ce n'est pas la même chose au Canada. Donc, on recommande l'intensification du traitement hypolipémiant par ézetimibe et ou un inhibiteur de la PCSK9 pour tous les patients atteints de maladies cardiovasculaires athérosclérotiques en prévention secondaire pour lequel le LDL cholestérol est de plus de 1,8 millimole par litre. Vous l'avez ici la valeur de non-HDL ou la valeur d'ApoB. Si l'ézetimibe est utilisé initialement et que le LDL est de plus de 1,8, à ce moment-là, on devrait ajouter un inhibiteur du PCSK9. Et en 2021, on a entériné également l'utilisation de l'icosapène-éthyle pour diminuer le risque d'événements cardiovasculaires chez les patients atteints de maladies cardiovasculaires ou les patients diabétiques avec un facteur de risque additif qui présente un taux de triglycérides à jeun entre 1,5 et 5,6 millimol par litre, et ce, malgré un traitement par statine. Excusez-moi. Donc, c'est la recommandation comme telle. Donc, on a ici les conditions pour lesquelles une statine est indiquée. Donc, on parle des patients qui ont des LDL de plus de 5 millimol par litre, la grande majorité des patients diabétiques ou les patients qui souffrent de néphropathie chronique. Et les maladies cardiovasculaires athéroscléreuses, on parle de maladies qui sont cliniquement indiquées. On ne parle pas ici de maladies subcliniques. Et donc, ces patients-là, vous voyez donc des seuils d'intervention qui sont un peu variables selon les différentes pathologies. Mais si on regarde l'intensification du traitement chez les patients qui ont déjà des manifestations cardiovasculaires, on envisage comme tel d'utiliser une statine à forte dose en plus de la combinaison avec la modification des habitudes de vie. Et notre seuil d'intervention de LDL devrait être, pour l'intensification du traitement, une valeur de plus de 1,8 millimol par litre. Donc, on a une troisième question pour vous. Un de ces éléments n'est pas un critère pour l'intensification du traitement hypolipémiant avec un inhibiteur de la PCSK9 en présence de maladies cardiovasculaires. Est-ce qu'on parle d'un patient d'âge de moins de 45 ans avec un tabagisme persistant, un infarctus du myocarde récidivant, un infarctus du myocarde dans les 2 dernières années ou le syndrome métabolique, lequel n'est pas un critère pour l'intensification du traitement basé sur les nouvelles lignes directrices avec les inhibiteurs du PCSK9. Faites vos choix. OK, c'est assez partagé. Donc, 55 % disent âge de moins de 45 ans avec tabagisme persistant, 40 % syndrome métabolique. Donc, on va voir c'est quoi la recommandation. Donc, quels sont les patients en prévention secondaire ayant le plus grand bénéfice de l'ajout d'un inhibiteur du PCSK9 suite à l'intensification du traitement? On parle des patients qui ont été hospitalisés au cours de la dernière année suite à un syndrome coronarien aigu et les maladies cardiovasculaires athérosclérotiques cliniquement évidentes avec l'un de ces éléments, soit un patient diabétique ou syndrome métabolique, les maladies polyvasculaires, la maladie artérielle périphérique symptomatique, les infarctus du myocarde récidivants, les infarctus du myocarde dans les 2 dernières années, les antécédents de revascularisation chirurgicale, principalement coronariens avec pontage veineux, les patients qui ont des LDL cholestérol de plus de 2,6 mmol par litre ou qui souffrent d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote, ou les patients qui ont des LPPTIA de plus de 60 mg par décilitre correspondant à plus de 120 nanomol par litre. Donc, notre patient qui était âgé de 45 ans avec un tabagisme persistant n'était pas un patient qui rentrait dans les critères pour l'intensification du traitement avec un inhibiteur du PCSK9. Donc, si on se réfère à notre patient qui a une valeur de LDL cholestérol de 2,4 mmol par litre en dépit de l'utilisation d'une forte dose de statine suite à un événement cardiovasculaire. Donc, c'est un patient qui a une maladie cardiovasculaire documentée. Son LDL cholestérol est au-dessus du seuil de 1,8 mmol par litre. Et on a 2 colonnes ici, soit qu'on a un patient qui est entre 1,8 et 2,2 ou de plus de 2,2 comme notre patient.
Et lorsqu'on considère l'ajout de l'ézetimibe, puis on fait abstraction ici des recommandations de la RAMQ, on sait que l'ézetimibe, absolument, ne nous permettra pas d'abaisser le LDL cholestérol de plus de 20 %. Donc, l'écart entre le 1,8 et le 2,2 mmol par litre correspond à 20 % au-dessus du seuil. Et un patient qui a donc un LDL cholestérol qui est au-dessus du 20 %, on devrait privilégier un inhibiteur du PCSK9 d'emblée plutôt que l'association avec l'ézetimibe. Si par ailleurs notre patient sous atorvastatin 80 mg avait un LDL cholestérol à 1,9 mmol par litre, encore une fois, basé sur les nouvelles recommandations, son seuil n'est pas atteint, donc on n'est pas satisfait de son niveau de LDL cholestérol. Et qu'est-ce qu'on devrait faire comme intervention? Mais notre patient est à l'intérieur d'un écart de 20 % du seuil de 1,8 mmol par litre. Et à ce moment-là, on devrait considérer l'ajout de l'ézetimibe dans un premier temps. Et si notre LDL n'est pas seuil, à ce moment-là, d'ajouter en troisième ligne un inhibiteur du PCSK9. Et pour ce qui est des triglycérides, à ce moment-là, si en plus notre patient a des triglycérides entre 1,5 et 5,6 mmol par litre, de façon concomitante, et ces deux colonnes que l'on doit traiter de façon, je dirais, pas exclusive, mais inclusive, à ce moment-là, notre patient pourrait recevoir de l'écosapénéthyl, qui est le Vascepa, à la dose de 2 grammes 2 fois par jour. On va en parler plus tard dans l'atelier. Finalement, le dernier volet des lignes directrices, c'est l'utilisation des oméga-3 provenant de sources alimentaires et ou de formulations suppléments en vente libre. Et pour illustrer cette recommandation sur les suppléments, on a une femme de 69 ans, non fumeuse, hypertendue, diabétique, qui a déjà été dilatée à l'interventriculaire antérieur avec une endoprothèse à élution de médicaments. Elle prend de l'aspirine, un bêta-bloquant, un IOCA, de la metformine, de l'empagliflozine, de la rosuvastatin à 40 mg et un supplément d'oméga-3 d'1 gramme par jour. Elle a un A1C à 6,5 %, un débit de fixation glomérulaire à 61. Et lorsqu'on regarde son bilan lipidique, son HDL est à 1,2, CTG à 1,4, son LDL est à 1,56, puis son non-HDL est à 2,2. Donc, elle a un beau bilan lipidique, elle a un A1C qui est adéquat chez une patiente avec la médication décrite précédemment, fonction rénale qui est préservée comme telle. Est-ce quels conseils on devrait lui donner concernant l'utilisation des oméga-3 en supplément et quelles sont les évidences et recommandations? Très, très sommairement, juste pour savoir qu'on n'a pas vraiment d'études qui ont démontré que l'utilisation de suppléments, donc combinaison EPA, est associée à bénéfices cardiovasculaires mesurables. Et juste la dernière recommandation, c'est que nous ne recommandons pas l'utilisation de suppléments d'acides gras polyinsaturés, donc on parle d'oméga-3 en vente libre, commercialisés comme produits de santé naturelle au Canada pour le risque de réduction des manifestations cardiovasculaires. Et on va en parler de façon plus extensive vers le dernier volet clinique. Et c'était donc le survol des lignes directrices de 2021. Rapide, mais mise à jour telle que publiée récemment. Merci de votre attention. Alors, merci, Dr. Grégoire, pour cette revision. J'aimerais maintenant passer à la période de questions avec vous. Il y a des questions ici qu'on nous pose beaucoup par rapport au LP-A, à savoir comment la mesure du LP-A peut modifier notre décision, puis comment l'utiliser lorsqu'on vient pour classifier un patient par rapport à son facteur de risque au niveau des facteurs de risque de Framingham. Est-ce que ça change sa classification? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on va en parler tantôt. OK, ouais. Je ne vais pas répondre à la question parce qu'on a justement tout un volet clinique sur le LP-A, puis on va pouvoir peut-être adresser, si la réponse n'a pas été obtenue, suite à la discussion de l'utilisation de cette lipoprotéine. Donc, on va en parler tantôt. Parfait. Alors, on va aller avec un autre volet sur les diagnostics. Alors, puisque le LDL ne semble pas idéal tel que vous l'avez mentionné au début, est-ce que ce n'était pas pertinent d'utiliser plutôt l'ApoB ou le non-HDL pour suivre nos patients en prévention secondaire? Oui, je pense que oui. Je vous dirais que ça ne surprendrait pas que dans les recommandations à venir, qu'on fasse du moins un cheminement de plus en plus vers le non-HDL, le cholestérol ou l'ApoB. L'avantage du non-HDL, c'est que c'est indépendant du niveau des triglycérides et c'est
déduit directement du bilan lipidique que l'on fait couramment. Donc, ça se fait à coût nul, alors que le dosage de l'ApoB, premièrement, c'est pas disponible partout au Canada. Et on a donc, lorsqu'on fait une recommandation nationale, de s'assurer que tous les patients auront accès à une pratique qui est identique. Donc, je vous ai montré très bien qu'il y a une bonne corrélation entre le non-HDL et l'ApoB. Donc, cette recommandation-là, elle est vraie. Possiblement que chez les patients qui sont préalablement traités avec une statine, l'ApoB est peut-être un meilleur marqueur que le non-HDL, mais reste que néanmoins, la corrélation, elle est bonne. Et lorsqu'on a évalué le risque global, donc du placement des patients au niveau du pouvoir hétérogène, mais je pense que le non-HDL ou l'ApoB nous permet d'avoir une évaluation beaucoup précise au niveau des particules qui peuvent contribuer au développement de l'athérosclérose chez nos patients, même chez ceux dont la valeur de LDL cholestérol n'est pas très élevée. On pose une question ici sur le dosage des triglycérides qui, dans certains laboratoires, se fait non à jeun. Parce que les valeurs de triglycérides sont variables en fonction de l'alimentation. Qu'est-ce que vous recommandez par rapport à cette mesure? Oui, effectivement, lorsqu'on regarde le bilan lipidique, la lipoprotéine qui a le plus de variation en fonction de l'alimentation, c'est vraiment les triglycérides. Alors que lorsqu'on fait un LDL cholestérol non à jeun, on a souvent tendance à avoir une valeur de LDL cholestérol qui est un peu plus basse que la valeur à jeun, parce qu'on a un effet dilutionnel lorsqu'on a donc qu'on a pris un repas. Donc, c'est pour ça que la recommandation stipule que si votre patient, vous avez fait une valeur non à jeun qui est encouragée, parce que c'est beaucoup plus simple, on peut faire le bilan lipidique n'importe quand dans la journée, à n'importe quelle heure, et que la valeur des triglycérides est de plus de 4,5 mmol par litre, la grande majorité des laboratoires vont vous dire qu'on n'a pas de données sur le LDL cholestérol parce que le calcul de Friedewald, donc au niveau de l'équation de Friedewald, n'est plus applicable. Donc, on pourrait toujours regarder à ce moment-là le non-HDL cholestérol pour savoir si notre patient a, par exemple, un seuil qui a été atteint. On a des valeurs seuil, comme vous avez vu, au niveau du non-HDL cholestérol. Mais si vous voulez absolument avoir une valeur, et donc, entre autres, au niveau de votre LDL cholestérol, ça va être important de demander donc, que votre patient soit à jeun. Donc, c'est à peu près la seule indication d'être à jeun lorsqu'on fait un bilan lipidique, lorsque les TG sont de plus de 4,5 mmol par litre. On a beaucoup de questions sur la couverture au niveau de la Régie d'assurance maladie, au niveau des PSK9. Donc, qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un code? Est-ce que c'est un médicament d'exception? Avez-vous des trucs à partager? Oui. Écoutez, c'est un peu triste qu'on a beaucoup d'évidences qui démontrent que beaucoup de patients, puis des sous-populations provenant de grandes études, ont des bénéfices substantiels en ce qui a trait la baisse de leur événement avec l'ajout de l'inhibiteur du PCSK9. Les inhibiteurs du PCSK9, c'est une classe de médicaments qui est difficile, dont l'accès est complexe. Si vous avez un patient qui a une assurance privée, habituellement, toutes les assurances privées couvrent les inhibiteurs du PCSK9 et c'est relativement simple donc d'avoir accès à ces classes de médicaments. Pour les patients qui souffrent d'hypercholestérolémie familiale, même non couverts par une assurance privée, le gouvernement, donc le régime public, couvre très bien ces patients-là. On a des critères à rencontrer, mais lorsqu'on rencontre les critères, à ce moment-là, les patients vont être couverts. Où on a énormément de problèmes d'accès, ce sont tous les patients donc, qui sont sous régime public, qui ne sont pas FH et qui, en dépit de l'utilisation des statines à forte dose ou d'intolérance aux statines, ne peuvent pas avoir accès facilement aux inhibiteurs du PCSK9. Et la seule option que l'on a à ce jour, c'est de remplir les formulaires de patients d'exception. Et donc, c'est quelque chose qui est un rébarbatif puissant. Mais nous, on espère qu'en ayant écrit des recommandations bien strictes en ce qui a trait à l'utilisation de ces molécules dans les différentes populations de patients, et même d'empêcher l'utilisation des éthymibes lorsque la valeur de LDL cholestérol sous traitement est élevée, qu'on va permettre une meilleure couverture et espérer que les compagnies qui donc font les émetteurs des PCSK9 et le gouvernement puissent favoriser l'accès à une grande population de patients qui, pour l'instant, sont dépourvus et qui continuent à avoir des LDL cholestérol au-dessus de leur seuil parce qu'ils n'ont pas accès à la molécule.
Il y a des questions maintenant sur les autres classes de médicaments à part les statines puis les PSK9. Entre autres, quelle est la place des séquestrants des acides biliaires? Ouais, je pense qu'on a toujours la place là au niveau de ces molécules chez les patients, surtout les patients qui sont intolérants, entre autres, aux statines. On sait que la combinaison, par exemple, de l'ézetimibe avec un séquestrant des sels biliaires peut aider à réduire le LDL cholestérol chez certains patients jusqu'à 40 %. Donc, c'est pas quelque chose qui est négligeable. C'est sûr qu'on n'a pas d'études, donc, avec les séquestrants des sels biliaires, même la combinaison avec une statine, on en a essentiellement avec l'ézetimibe. Dans la recommandation, étant donné que le mécanisme est un peu similaire à l'utilisation des ézetimibe, on a dit qu'on peut les utiliser. Et donc, pour ces molécules-là, je pense qu'elles ont encore leur indication, mais je pense qu'on devrait utiliser dans un premier temps l'ézetimibe parce que c'est une molécule donc, qui est absolument bien tolérée, qui n'a pas d'effet digestif comme tel, mais on peut combiner avec un séquestrant des sels biliaires au besoin. Il y a une question ici sur le contrôle du bilan lipidique. L'INES nous suggère 4 semaines. L'INES plutôt nous suggère 6 semaines. Vous avez mentionné tantôt, je pense, 4 semaines. C'est quand le moment idéal pour recontrôler? Oui, je pense que c'est 4 à 6 semaines. C'est pour répondre comme tel. Il ne faut pas attendre trop longtemps. C'est-à-dire qu'on voit souvent des patients qui, suite à un événement ou suite à l'optimisation du traitement, on fait un bilan lipidique dans 3 mois, 6 mois. On sait absolument que l'effet des statines, si on parle de statines comme telles, ou même l'effet des inhibiteurs des PCSK9, est excessivement rapide. Puis à l'intérieur de 3 semaines, on a à peu près l'effet maximal de la molécule. Donc, je vous dirais, 4 à 6 semaines, c'est très bien. N'attendez pas plus longtemps. Ça contribue le fait d'attendre à l'inertie thérapeutique. Et à ce moment-là, si on s'aperçoit après un 4 à 6 semaines que notre LDL n'est pas cible ou n'est pas n'est pas inférieur au seuil, on va faire une intervention. Nous, à l'Institut, on a commencé avec les pharmaciens, donc au congé de l'unité coronarienne et de l'unité de chirurgie cardiaque, un suivi systématique des patients. C'est les pharmaciens qui s'en occupent. Donc, on va s'assurer que les patients, premièrement, lorsqu'ils ont leur congé, ont un LDL en deçà du seuil. Sinon, on procède à l'optimisation du traitement et on leur demande systématiquement un bilan lipidique à faire 4 semaines après. Donc, 4 à 6 semaines, c'est un délai qu'on ne devrait pas dépasser. Il y a une question ici classique, je suis sûr que vous l'avez entendu plusieurs fois, sur le seuil d'LDL. Est-ce qu'il y a un seuil qu'on ne devrait pas dépasser, évidemment vers le bas, là, la valeur minimale là, à respecter? Oui, je pense que si on avait eu cette question-là il y a 10 ans, on aurait été bien embêté d'y répondre. Maintenant, on a énormément de données qui démontrent qu'on n'a pas de courbe en J en ce qui a trait la baisse du bénéfice d'une baisse intensive du LDL cholestérol, puis on n'a pas de valeur en deçà duquel on augmente le risque d'effets secondaires. Une autre chose, c'est que beaucoup de médecins ont peur des manifestations neurocognitives en association à des baisses très intensives du LDL cholestérol. Dans l'étude Fourier, on avait une étude parallèle qui s'appelait l'étude Ebbinghaus, où on a regardé justement les caractéristiques neurocognitives chez les patients. Et même les patients qui avaient des valeurs de LDL cholestérol sous traitement en deçà de 0,26 mmol par litre, donc on parle de valeurs très, très faibles, on n'a noté aucun signal. Donc, même associé à des valeurs très faibles, on n'a pas d'augmentation d'AVC hémorragique, pas d'augmentation de néoplasie, pas d'augmentation des pathologies hormonales, on n'a pas plus de facteurs de risque. La seule chose qui est importante de se rappeler, c'est que quand on est rendu avec des valeurs de LDL cholestérol inférieures à 0,4 mmol par litre, le calcul du LDL cholestérol devient beaucoup moins précis et on devrait possiblement, si on veut avoir une valeur réelle de LDL, procéder plus à une mesure en laboratoire que le déduire par le calcul de l'équation de Federer. Il y a une question ici pour les gens qui ont une maladie coronarienne avec des triglycérides supérieurs à 5. Est-ce qu'il y a des critères de remboursement ou comment on fait pour avoir accès à l'icosapent éthyle? OK. Donc, encore une fois, l'icosapent éthyle, dont le nom commercial est la Vascepa, pour lequel on a montré des bénéfices substantiels dans l'étude Reducit. C'est une molécule qui est malheureusement pas couverte pour l'instant pour la RAMQ. Donc, le même commentaire s'applique à ce que j'ai fait pour l'inhibiteur du PCSK9. Un patient qui a une couverture privée
absolument va être couvert pour justement la possibilité d'avoir cette molécule. Le patient qui est sous régime public, à ce moment-là, il faut remplir le patient d'exception. Et encore une fois, on espère qu'en ayant entériné cette classe de médicaments dans les nouvelles lignes directrices, qu'on puisse faciliter le dialogue entre les compagnies et le gouvernement pour rendre accessible cette molécule qui contribue à des bénéfices cardiovasculaires substantiels chez les patients donc qui ont les critères pour la recevoir. J'ai une question ici sur la colchicine. Alors, pourquoi donner de la colchicine dès le départ et non, c'est uniquement s'il y a récidive d'événements? OK, ça c'est intéressant parce qu'on a plusieurs études maintenant qui ont démontré que l'utilisation de molécules avec un pouvoir anti-inflammatoire pouvait être associée à des bénéfices cardiovasculaires mesurables. La première étude qui a prouvé ce concept, c'est l'étude CANTOS, qui a été publiée il y a déjà plusieurs années avec une molécule qui est un anticorps monoclonal qu'on appelle le canakinumab et qui avait démontré un bénéfice sur la réduction donc des événements chez les patients donc qui avaient fait un infarctus du myocarde au préalable. Cette molécule-là est excessivement dispendieuse et n'est pas disponible comme telle. Et par la suite, on a eu deux études, soit l'étude Colcott, qui a été faite dans un contexte de patients qui ont fait un infarctus du myocarde et qui a démontré que l'utilisation de la colchicine à longue action, qu'on parle de la colchicine à 0,5 mg par jour, et le nom commercial, c'est disponible maintenant, qu'on appelle MyEnfla. Cette molécule-là pouvait être associée à une réduction, entre autres, très importante des AVC. Et on avait un bénéfice substantiel, principalement chez les patients qui recevaient la colchicine dans les 3 jours post-événement. Et chez les patients chroniques, on a une étude également qui s'appelle l'ODOCO-2, qui a démontré que les patients qui sont en prévention secondaire chronique, pour lesquels on administre de la colchicine à la dose de 0,5 mg, qui est la forme retard à action prolongée, qu'on avait également un bénéfice substantiel. Donc, on parle de plus en plus que les manifestations cardiovasculaires chez nos patients sont en lien avec les ruptures de plaques. On sait que les ruptures de plaques sont associées à l'inflammation au niveau de la chape fibreuse, au niveau de l'épaulement de celle-ci avec les plaques de cholestérol. Et on sait que d'ajouter une molécule qui est peu onéreuse, qui joue sur l'inflammation, mais peut contribuer à l'amélioration du devenir chez nos patients. J'ai une question ici encore en rapport avec la cible. Après avoir traité pendant 1 an, par exemple, un patient avec du Crestor 40 ou du Lipitor 80 en post-infarctus, est-ce que ça vaut la peine, si on a vraiment des valeurs diminuées d'LDL en moins que 1, de baisser nos dosages ou on continue avec le même traitement? Ça, c'est une excellente question. Je suis content qu'on l'ait posée. Au fond, si votre patient tolère sa statine à forte dose, peu importe la valeur de LDL cholestérol sous traitement, si on est en deçà du seuil, puis même si on est inférieur à 1, on continue la même chose. Il n'y a aucune indication de réduire la dose de statine chez un patient qui la tolère bien. À long terme, on commence à avoir énormément de données et c'est sécuritaire et on ne devrait pas moduler notre traitement. Une question dans le même sens, mais là avec une combinaison différente. Si on a un patient qui est sur les PCSK9 et qui prend également de l'ésétrol, est-ce qu'à ce moment-là, si on atteint le niveau, le meilleur niveau qu'on peut, donc en bas de 1, est-ce que il y a un problème à continuer cette thérapie-là? Et est-ce que les assurances pourraient nous jouer un tour et cesser de payer, par exemple, le PCSK9 dans ce cas-ci-là? Oui, donc il faut faire attention parce que les couvertures, des fois, lorsqu'on les a autorisées, l'unité du PCSK9, c'est en ajout d'une combinaison de traitements. Donc, il faut vraiment s'assurer que le fait de soustraire une molécule à un patient ne va pas justement compromettre la couverture de l'autre molécule. Si cela n'est pas le cas, mais je pense que si on atteint, par exemple, une valeur de 0,7 mmol par litre avec la combinaison statine, ezetimibe et, par exemple, l'évolucumab, moi, je pense qu'on pourrait possiblement arrêter l'évolucumab chez notre patient. Mais encore une fois, s'assurer que le fait de le faire ne va pas compromettre la couverture chez notre patient. Les couvertures des compagnies d'assurance, des fois, c'est quelque chose qui sont très, du moins, c'est particulier, puis il ne faut pas aller contre eux comme tel.